Juin 1944. Un vieux château dressé au-dessus de la Seine dominait la campagne française. Ses murailles de pierre avaient résisté au siècle. Des rois y avaient séjourné, des chevaliers y avaient foulé les dalles usées. Mais cette nuit-là, le silence solennel des lieux appartenait à un seul homme, l'un des plus célèbres soldats du Reich. Le maréchal Erwin Ramml était assis seul devant un bureau massif en bois sombre. La pièce était vaste, ornée de tapisseries anciennes, mais une froideur presque irréelle y régnait. Les flammes des chandelles vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Dehors, le grondement sourd de l'artillerie ne cessait plus depuis 3 jours. L'invasion alliée avait commencé. Tout ce que Ramml avait construit, tout ce qu'il avait préparé, était désormais mis à l'épreuve. Il prit une feuille de papier, la même qu'il utilisait depuis 5 ans de guerre pour écrire à sa femme. Lucie l'attendait en Allemagne. Elle avait reçu ses lettres depuis les sables brûlants d'Afrique du Nord, depuis les montagnes de Tunisie. Elle en recevrait maintenant une autre venue des plaines de France. Ramml saisit sa plume. La fatigue marquait son visage. Les nuits sans sommeil avaient creusé ses traits. Pourtant, il écrivait. Il écrivait toujours à Lucie. À elle seule, il confiait ce qu'aucun rapport officiel ne contenait. À elle seule, il livrait des pensées que la presse allemande ne publierait jamais. Ce soir, il parlerait des soldats qui l'avaient le plus surpris. Il parlerait des Canadiens. Ce qu'il allait écrire ne devait jamais être lu par d'autres yeux que ceux de son épouse. Ses lettres échappaient à la propagande. Elles contournaient la censure. Elle ne cherchait ni pas à convaincre, seulement à dire la vérité telle qu'il la voyait. Le Clossart Peitolesa. Renard du désert, stratège admiré et redouté, s'apprêtait à reconnaître quelque chose d'inattendu au sujet d'ennemis venus de l'autre côté de l'Atlantique. Ses réflexions franches sur les combattants canadiens révéleraient bien plus qu'un simple jugement militaire. Elles diraient comment l'Allemagne percevait réellement ces hommes du Nord. À ce stade de la guerre, la situation était sombre. À l'Est, les grandes offensives s'étaient transformées en catastrophes. Les bombardiers alliés pilonnaient les villes allemandes jour et nuit. La guerre sous-marine avait échoué. L'Italie avait capitulé, et désormais, la plus vaste force d'invasion jamais rassemblée avait pris pied en France. Plus de 150 000 hommes débarqués en une seule journée. Ramml connaissait ces chiffres. Il en mesurait la portée. L'Allemagne reculait. Hitler lui avait confié une mission presque impossible, stopper l'invasion avant qu'elle ne s'enracine. Il commandait les forces allemandes sur des centaines de kilomètres de côte, des Pays-Bas jusqu'au nord de la France. Plages, falaises, ports, un front bien trop étendu pour être défendu efficacement. Malgré cela, il avait multiplié les fortifications. Bunkers, champs de mines, obstacles d'acier et de béton. Il avait prévu chaque scénario qu'il pouvait imaginer. Puis les Alliés étaient arrivés. Parmi eux, 14 000 Canadiens avaient débarqué sur une plage nommée Juno. Le 6 juin, 3 jours plus tôt, ils avaient pris pied sous un feu nourri. La 3e division d'infanterie canadienne avait progressé plus loin à l'intérieur des terres que toute autre unité alliée ce jour-là. Mitrailleuses, mortiers, barbelés, mines, rien ne les avait arrêtés. Le 9 juin, ils combattaient déjà avec acharnement autour de la ville de Caen. Ramml les observait attentivement. Il notait, il analysait. Les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. Plus d'1 million de soldats alliés allaient bientôt fouler le sol français. Plus de 150 000 Allemands seraient tués, blessés ou capturés dans les semaines à venir. Le Canada, à lui seul, engagerait plus de 90 000 hommes dans cette campagne. Près de 20 000 n'en reviendraient pas indemnes. Ce n'étaient pas de simples statistiques. C'étaient les enjeux d'une bataille décisive. Pourtant, l'intérêt de Ramml pour les Canadiens ne datait pas de la Normandie. Il remontait à 2 ans plus tôt sur une plage ensanglantée du nord de la France, Dieppe. En août 1942, il avait découvert de quoi ses soldats étaient capables. Il avait étudié les rapports avec minutie. Près de 5 000 Canadiens avaient attaqué un port solidement défendu, dans des conditions presque suicidaires. En 6 heures à peine, la majorité avait été tuée, blessée ou capturée. Et malgré cela, ils avaient combattu avec une férocité inattendue. Ils avaient continué à avancer alors que tout espoir semblait perdu. Ils ne s'étaient pas effondrés. À présent, ces mêmes hommes, ou leurs camarades, étaient revenus, mieux armés, plus nombreux, portant les leçons d'un désastre transformé en expérience. Et ils prouvaient, dans les haies et les villages normands, qu'ils n'avaient rien oublié. Que pensait réellement Ramml de ces combattants canadiens ?
Qu'avait-il confié à Lucie lorsque personne d'autre ne lirait ces mots? Ces lettres dressent un portrait plus nuancé qu'on ne l'imaginerait. On y perçoit du respect, de l'inquiétude, presque une forme d'admiration. Pourquoi un officier allemand, fidèle à son pays jusqu'au bout, aurait-il écrit de telles choses sur l'ennemi? Et que révèlent ses pensées privées sur la manière dont l'Allemagne voyait réellement la guerre qu'elle était en train de perdre? Les réponses se trouvent dans ces pages rédigées à la lueur des bougies, dans un vieux château français, tandis que la guerre grondait au loin. Erwin Rommel était né le 15 novembre 1891 dans une petite ville allemande. Son père était instituteur, un homme simple sans tradition militaire prestigieuse. Rien ne prédestinait son fils à devenir l'un des commandants les plus célèbres de son époque. La famille de Rommel n'avait aucun lien avec ces grandes dynasties militaires qui occupaient traditionnellement les rangs des officiers allemands. Il ne devait sa carrière qu'à lui-même. Chaque promotion, chaque responsabilité, il les avait conquises par son intelligence et son courage. Dans les tranchées boueuses de la Première Guerre mondiale, il apprit à commander des hommes. Il comprit comment maintenir une ligne sous le feu, comment transformer une situation désespérée en victoire. Là où d'autres voyaient l'échec inévitable, il cherchait une ouverture. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il était déjà considéré comme l'un des officiers les plus brillants de son pays. En 1916, il avait épousé Lucie Maria Mullen. À partir de ce jour, une correspondance ininterrompue les unit. Il lui écrivait sans relâche, parfois 2, parfois 3 lettres dans la même journée. Ni les balles sifflant au-dessus de sa tête, ni les chars grondant près de son poste de commandement ne l'en empêchaient. Même sous le soleil implacable d'Afrique, dans des tentes battues par le vent et le sable, il trouvait toujours un moment pour poser sa plume sur le papier. À la fin de la guerre, Lucie aurait reçu plus de 1300 lettres. Ce n'étaient pas de simples billets, c'étaient de longs récits, précis, intimes. Il y confiait ses doutes, ses jugements, ses colères. Il critiquait certains généraux. Il questionnait parfois les décisions venues de Berlin, y compris celles d'Hitler lui-même. Il parlait des soldats ennemis avec une franchise que la propagande officielle n'aurait jamais tolérée. Ces lettres n'étaient pas destinées au public. Lucie les conserva précieusement tout au long du conflit. Après la mort de Rommel, elles furent réunies et publiées sous le titre « Les papiers Rommel ». Elles devinrent un témoignage rare, la vision sincère d'un commandant allemand sur la guerre qu'il menait. Là où les communiqués officiels déformèrent la réalité, sa plume saisissait la vérité d'un homme parlant à la femme qu'il aimait. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, un pays encore peu préparé à la guerre s'apprêtait à écrire sa propre page d'histoire. En septembre 1939, le Canada ne disposait que de 4261 soldats, à peine de quoi remplir un petit stade. C'était une nation paisible, faite d'agriculteurs, d'ouvriers, de pêcheurs. Elle ne possédait ni tradition militaire prestigieuse, ni expérience récente d'un grand conflit mené seul. Mais lorsque la Grande-Bretagne déclara la guerre à l'Allemagne, le Canada suivit. Et alors quelque chose d'inattendu se produisit. Des jeunes hommes affluèrent de tout le pays. Des plaines dorées de la Saskatchewan, des villages maritimes de la Nouvelle-Écosse, des rues animées de Toronto et de Montréal. Ils s'engagèrent par milliers. En 1944, plus d'1 million de Canadiens allaient porter l'uniforme dans un pays qui comptait à peine 11 ou 12 millions d'habitants. Près d'un Canadien sur 10 participa à l'effort de guerre. La 2e division d'infanterie canadienne fut parmi les premières envoyées outre-mer. Les soldats traversèrent l'Atlantique et débarquèrent en Angleterre, impatients d'en découdre. Mais la guerre tarda à venir. Les semaines devinrent des mois. Les mois, des années. En 1942, cela faisait presque 2 ans qu'ils s'entraînaient sans avoir connu le feu. Ils répétaient toutes les manœuvres, s'exerçaient au tir pataugé dans les champs boueux anglais. Ils apprenaient à fonctionner en unité, à coordonner leurs mouvements. Mais aucun ennemi réel ne se dressait face à eux. L'attente pesait lourd. Ils avaient quitté leur famille pour combattre et ils restaient immobiles. Le moral s'effritait, l'impatience grandissait, ils voulaient prouver leur valeur, montrer que le Canada n'était pas un simple spectateur de la guerre, mais une nation capable de se battre. À des milliers de kilomètres de là, en Afrique du Nord, Rommel menait un tout autre combat. Le désert semblait infini, le sable s'insinuait partout. Les journées étaient brûlantes, les nuits glaciales. À la tête de l'Africa Corps,
Il avait repoussé les forces britanniques sur des centaines de kilomètres. Sa mobilité, son audace tactique lui avaient valu un surnom qui allait le suivre pour toujours, le renard du désert. En juin 1942, Hitler le promut maréchal. À 50 ans à peine, il devenait le plus jeune officier allemand à atteindre ce rang. Même au cœur des combats africains, Raml gardait un œil sur l'Europe occidentale. L'armée allemande occupait toute la côte française. On érigeait ce que l'on appelait le mur de l'Atlantique, une succession de bunkers, de batteries d'artillerie, d'obstacles et de champs de mines destinés à repousser toute tentative de débarquement. Près d'un petit port nommé Dieppe, la 302 division d'infanterie allemande surveillait un secteur stratégique. Des blocos en béton pointaient leurs mitrailleuses vers la mer. Des canons étaient dissimulés dans les falaises. Les plages étaient hérissées de barbelés et semées d'explosifs. Environ 1500 soldats montèrent la garde. En Angleterre, les Canadiens attendaient eux aussi. Les rumeurs d'une opération prochaine circulaient dans les camps. En France, la routine s'installait. Des officiers dînaient dans des restaurants encore ouverts. Des patrouilles longeaient les falaises au coucher du soleil. À l'ouest, la guerre semblait presque lointaine. Personne n'imaginait que tout allait basculer. Le 19 août 1942 deviendrait l'une des journées les plus sanglantes de l'histoire militaire canadienne. Ce matin-là, des milliers de jeunes Canadiens se jetteraient à l'assaut des plages de Dieppe. Beaucoup n'en reviendraient jamais. Et dans le désert africain, Irwin Raml lirait les rapports de cette attaque. Il découvrirait alors pour la première fois ce dont ces soldats venus d'outre-Atlantique étaient mis capables. Cette révélation ne le quitterait plus. 19 août 1942. À 4h50 du matin, la Manche était noire et glaciale. Une flotte de 237 navires fendait l'obscurité de la Manche. Les péniches de débarquement tanguaient sur les vagues noires. À leur bord, 4963 soldats canadiens attendaient en silence. Le visage barbouillé de peintures sombres, les mains serrées sur leurs fusils et leurs grenades, ils fixaient l'horizon invisible. Pour la plupart, c'était le premier contact avec la guerre. Beaucoup n'avaient pas fermé l'œil de la nuit. Leur objectif, le port fortifié de Dieppe. Nom de code, Opération Jubilee. Elle ne devait durer que 6 heures. 6 heures seulement, mais elles comptèrent parmi les plus meurtrières de l'histoire militaire du Canada. Le plan paraissait simple. Débarquer sur plusieurs plages autour de la ville, s'emparer des points stratégiques, détruire des installations allemandes, recueillir des renseignements, puis rembarquer vers l'Angleterre. Une opération éclair destinée à tester les défenses ennemies et à galvaniser le moral allié. Personne n'imaginait le cauchemar qui s'annonçait. À 5h07, tout commença à dérailler. Dans l'obscurité, un groupe de navires transportant des commandos britanniques entra en collision avec un convoi allemand. Des tirs éclatèrent au-dessus des flots. Des fusées éclairantes déchirèrent la nuit. Le fracas alerta les défenseurs côtiers. L'effet de surprise venait de disparaître. Sur les hauteurs, les soldats allemands se précipitèrent vers leur poste. Les mitrailleuses furent approvisionnées. Les artilleurs ajustèrent leurs pièces. Le piège se refermait. À 5h20, les premières péniches s'approchèrent du rivage. Les rampes s'abaissèrent. Les Canadiens se jetèrent dans l'eau peu profonde. Ce qui les attendait dépassait l'imaginable. Des mitrailleuses installées dans les falaises ouvrirent le feu. Le vacarme était assourdissant. Chaque arme crachait près de 900 balles par minute. Les projectiles sifflaient comme des essaims de frelons. Des obus de mortier éclataient sur la plage et dans les vagues. Des hommes tombaient avant d'avoir fait 3 pas. La plage de Dieppe n'était pas de sable, mais couverte de galets ronds et instables. Les soldats glissaient, trébuchaient, incapables de courir. La progression devenait presque impossible. Sur la plage principale, la situation tourna rapidement au désastre. Des péniches furent touchées avant même d'atteindre le rivage. Les chars débarquèrent, mais s'embourbèrent dans l'épaisse couche de galets. Sur les 29 blindés engagés, aucun ne parvint à pénétrer dans la ville. La fumée des véhicules en flammes obscurcissait l'air. L'odeur de poudre et de sang se mêlait à celle de la mer. Les tirs allemands provenaient de partout. Le casino transformé en forteresse crachait des rafales. Les hôtels du front de mer dissimulaient des nids de mitrailleuses. Des bunkers dissimulés dans les falaises déversèrent la mort sur la plage. Il n'y avait aucun abri. Un soldat du Royal Hamilton Light Infantry résuma plus tard l'enfer vécu. La rampe est tombée, les premiers hommes ont été fauchés avant même de pouvoir bouger. Un sergent se souvenait de corps flottant dans l'eau, d'hommes criant à l'aide,
d'un char frappé de plein fouet, explosant en une boule de feu. Et pourtant, ils continuaient. Ils avançaient alors que leurs camarades s'effondraient autour d'eux. Ils tentaient encore, malgré l'évidence. Les chiffres furent implacables. En 6 heures, 907 Canadiens furent tués. 586 furent blessés. 1946 capturés, beaucoup gravement atteints. Sur près de 5000 hommes engagés, à peine 2200 regagnèrent l'Angleterre. Le taux de perte atteignait 68%. Plus de 2 soldats sur 3 devinrent victimes ce jour-là. Pour les Allemands, la victoire était nette. Mais quelque chose frappa les observateurs militaires. Les assaillants s'étaient battus avec une détermination inattendue. Des blessés continuaient de tirer jusqu'à ce que les soldats allemands se tiennent au-dessus d'eux. De petits groupes chargèrent-ils des positions fortifiées armés seulement de fusils. Même lorsque l'ordre de repli fut donné, certains refusèrent de cesser le combat. Les affrontements se poursuivirent, maison après maison, dans les rues de Dieppe. Beaucoup ne déposèrent les armes qu'en dernier recours. Dès 9 heures du matin, l'issue ne faisait plus de doute. L'Allemagne avait remporté la bataille. Pourtant, la manière dont ces Canadiens avaient combattu laissa une impression durable. Les rapports de Dieppe parvinrent en Égypte quelques jours plus tard. Dans sa tente de commandement, alors que le sable tourbillonnait sous la chaleur écrasante, Ramle se préparait à affronter les Britanniques près d'Alam el-Halfa. Malgré l'urgence de la situation, il prit le temps d'étudier les documents venus de France. Il examina les faits, les pertes, le déroulement précis de l'assaut, et il commença à se forger une opinion sur ces soldats venus d'outre-Atlantique. Dans ses lettres à Lucie, il évoqua les forces alliées avec une franchise intacte. Il ne cherchait jamais à minimiser l'ennemi. Sa plume analysait avec la même rigueur que son esprit stratégique. À Dieppe-les-Katnaissar, les Canadiens avaient attaqué des positions solidement retranchées avec un appui limité. Ils avaient affronté mitrailleuses et artillerie presque seuls. Ils avaient payé un prix terrible, mais ils ne s'étaient pas effondrés. Ils avaient poursuivi le combat bien au-delà de ce que la plupart des hommes auraient supporté. Certains actes individuels de bravoure avaient impressionné même ceux qui tiraient sur eux. Ramle savait distinguer un mauvais plan de bons soldats. Il l'avait observé ailleurs. En Afrique du Nord, il avait vu des erreurs commises par des états-majors britanniques, mais les troupes australiennes et néo-zélandaises, sous leur commandement, s'étaient battues avec une férocité remarquable. Les Canadiens de Dieppe appartenaient à la même catégorie. Leur plan avait échoué. Eux, non. Les Canadiens de Dieppe entrèrent dans ce schéma. Leur état-major les avait envoyés au-devant d'un piège presque parfait. La préparation avait été insuffisante, les renseignements incomplets. Mais les hommes, eux, avaient exécuté chaque ordre sans faillir, et souvent au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement exigé. Ramle en prit note. Il n'oublia pas. Plus d'une année s'écoula. La guerre changea de visage, d'ampleur, de direction, d'une manière qu'aucun observateur n'aurait pu prévoir en 1942. L'Africa Corps, autrefois redoutable et mobile, fut brisé à El Alamein sous les coups massifs de l'artillerie britannique et le poids du nombre. Le renard du désert dut battre en retraite à travers les étendues qu'il avait autrefois dominées. À mesure que les kilomètres de sable défilaient sous ses colonnes en recul, sa légende s'effritait. Lorsqu'il quitta finalement l'Afrique, il comprit que l'équilibre des forces avait basculé. L'ennemi gagnait en puissance, l'Allemagne s'épuisait. En novembre 1943, Hitler lui confia une nouvelle mission, inspecter le mur de l'Atlantique. Cette ligne de défense, censée protéger les côtes françaises d'un débarquement, devait être le rempart ultime du Reich. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Les fortifications étaient inachevées, certains bunkers mal positionnés, les unités chargées de défendre le littoral n'étaient pas toujours les meilleures troupes disponibles. Aucun plan cohérent ne garantissait l'arrêt d'une invasion massive. Ramle se mit au travail avec une énergie farouche. Il multiplia les inspections. Il ordonna la pose de millions de mines. Des pieux de bois et des obstacles d'acier furent déplantés sur les plages. Il savait que les Alliés viendraient. Il savait aussi que les Canadiens seraient parmi eux. En janvier 1944, il prit le commandement du groupe d'armée B. Désormais, toutes les forces allemandes destinées à affronter le débarquement relevèrent de lui. Le souvenir de Dieppe ne le quittait pas. Il avait vu ce qu'un défenseur bien préparé pouvait accomplir. Il avait aussi vu ce que produisait un attaquant qui refusait d'abandonner.
Ces 2 leçons guidèrent ses préparatifs. Au printemps, ses lettres à Lucie devinrent plus méditatives. Il y évoquait les difficultés croissantes du Reich, mais aussi la qualité de ceux qu'il s'apprêtait à affronter de nouveau. Un passage ressort particulièrement: Les Anglais et les Canadiens ne doivent pas être sous-estimés, écrivait-il. Les Canadiens, surtout, font preuve d'une ténacité remarquable. À Dieppe, ils ont des Latarndias, ils ont attaqué dans des conditions impossibles et n'ont reculé que sur ordre. Beaucoup ont combattu jusqu'à la mort plutôt que de se rendre. Ce sont des hommes qui croient en ce pourquoi ils se battent. Ce n'était pas un compliment facile. Rham le prodiguait rarement des éloges à ses adversaires. Il était patriote, loyal, déterminé à voir l'Allemagne triompher. Mais il était aussi soldat, et un soldat reconnaît le courage, même chez l'ennemi. Il avait étudié les rapports de Dieppe. Il savait ce que ces Canadiens avaient montré sur cette plage ensanglantée. Et, à travers ses lettres, il se préparait lui-même à ce qui viendrait. Le 6 juin 1944, l'invasion tant redoutée se produisit. À Juno Beach, la 3e division d'infanterie canadienne débarqua sous un feu intense. Plus de 1000 hommes tombèrent le premier jour. Pourtant, avant la tombée de la nuit, les Canadiens avaient progressé de 9 km à l'intérieur des terres, plus loin que toute autre formation alliée ce jour-là. L'analyse de Rommel s'avérait exacte. Ces soldats croyaient à leur cause. Ils ne céderaient pas facilement. La bataille de France venait de commencer et chaque heure confirmait les mots qu'il avait confiés à Lucie. Partout en Normandie, les rapports allemands se multiplièrent. Les conclusions revenaient sans cesse. Les unités canadiennes attaquaient avec une détermination implacable. Elles poursuivaient leurs assauts malgré les pertes. Leurs officiers subalternes faisaient de preuves d'initiative et de sang-froid. De petits groupes tenaient pendant des heures pour un simple talus ou une ferme isolée. Lorsque les soldats allemands apercevaient l'écusson à la feuille d'érable sur une manche, ils savaient que le combat serait dur. La 12e division SS Panzer comptait parmi les forces les plus fanatisées du Reich. Beaucoup de ces hommes venaient des jeunesses hitlériennes. On leur avait enseigné qu'ils étaient l'élite, invincible, supérieure. Leur commandant, Fritz Witt, était réputé dur et inflexible. Le 14 juin, à peine 8 jours après le débarquement, un obus tiré depuis la mer frappa son poste de commandement. Les navires alliés bombardèrent les positions allemandes depuis le large. Le projectile tua 8 sur le coup. Kurt Meyer prit le commandement. Officier implacable, il serait plus tard jugé pour crime de guerre. Pourtant, même lui dut reconnaître ce qu'il voyait. Ces jeunes soldats, persuadés de leur supériorité, apprenaient une leçon amère dans les haies normandes. Chaque attaque coûtait cher. Chaque position défendue exigeait des sacrifices. Meyer voyait ses troupes d'élite lutter contre des adversaires qu'on leur avait appris à mépriser. Mais les faits s'imposaient. Ramle, de son côté, continuait d'écrire à Lucie alors que la campagne s'enlisait. Ses lettres s'assombrissaient de semaine en semaine. Il décrivait les pénuries croissantes. Les camions allemands ne pouvaient plus circuler de jour. L'aviation alliée les détruisait aussitôt. Le carburant manquait. Les munitions s'épuisaient. Il n'y avait presque plus de renforts pour remplacer les morts, sans port et les blessés. Et pourtant, Hitler exigeait que les positions soient tenues coûte que coûte. Aucune retraite, aucun repli. Raml savait que cette obstination frôlait la folie. L'ennemi était trop puissant. La situation glissait vers l'inévitable. Dans une lettre datée du 15 juillet 1944, Raml laissa transparaître son amertume. « L'ennemi attaque sans relâche », écrivit-il à Lucie. « J'ai vu des hommes céder sous la pression. Des soldats allemands que l'on croyait invincibles vacillent désormais. » Mais il ajoutait aussi ce qu'il avait compris en observant ceux d'en face. Les Anglais, les Américains et les Canadiens sont résolus à vaincre. Face à de tels hommes et à un tel matériel, nous ne pourrons pas tenir indéfiniment. Ce n'étaient pas les mots d'un homme abattu. C'étaient ceux d'un officier lucide, conscient du rapport de force. 2 jours plus tard, sa guerre s'arrêta brutalement. Le 17 juillet, sa voiture d'état-major roulait sur une route normande près d'un village. Soudain, des chasseurs britanniques surgirent dans le ciel. Ils piquèrent vers la chaussée en ouvrant le feu. Les balles déchirèrent la carrosserie et les vitres. Le véhicule fut criblé d'impacts. Ramel fut projeté hors de la voiture. Son crâne fracturé, le corps couvert de sang, il fut transporté d'urgence vers un hôpital. Le renard du désert ne reprendrait jamais le commandement. Tandis qu'il luttait pour survivre en Allemagne, les Canadiens continuaient le combat en France. Le prix payé fut terrible.
Lorsque la campagne de Normandie s'acheva, le 21 août 1944, plus de 5000 Canadiens avaient été tués, près de 13 000 autres blessés, environ 1200 faits prisonniers ou portés disparus. En moins de 3 mois, plus de 18 000 hommes étaient devenus des pertes. Ces chiffres représentèrent des villes entières, privées de leur jeunesse. Partout au Canada, des télégrammes furent remis à des familles anéanties. Des fils, des maris, des pères ne rentreraient jamais. Certains noms de bataille allaient y marquer l'histoire. La crête de Verrières coûta des centaines de vies dans des combats d'une violence extrême. Jour après jour, des soldats montaient à l'assaut sous le feu des mitrailleuses. Les rues de Caen se transformèrent en labyrinthe de ruines où chaque mur effondré cachait un danger mortel. En août, l'opération Totalise ouvrit la voie à l'encerclement qui conduisit à la poche de Falaise. Là, des dizaines de milliers de soldats allemands furent piégés dans un enfer de feu. L'artillerie et l'aviation frappèrent sans répit. Des milliers d'hommes se rendirent. Des milliers d'autres périrent sur les routes encombrées de carcasses calcinées. Des véhicules brûlés et des chevaux morts jonchèrent les champs. L'odeur de la mort se répandait sur des kilomètres. 2 armées allemandes avaient été anéanties. La route de Paris était ouverte. Pourtant, au milieu de cette violence, des gestes d'humanité subsistaient. Des prisonniers allemands témoigneront plus tard du traitement reçu. Les blessés furent soignés par des infirmiers canadiens. Les captifs reçurent de l'eau et de la nourriture. Les gardes les protégèrent parfois de civils en colère, cherchant vengeance. Les Canadiens combattaient durement, mais sans cruauté gratuite. Cela correspondait aux mots que Ramel avait écrits. Leur détermination n'excluait pas une certaine droiture. Ils voyaient leur mission comme plus qu'un simple affrontement militaire. Bien sûr, la guerre n'épargna pas les crimes. À l'abbaye d'Ardennes, les 7 et 8 juin, des membres de la 12e SS exécutèrent 20 prisonniers canadiens d'une balle dans la nuque après leur reddition. Ce massacre jeta une ombre noire sur la campagne de Normandie. Mais s'il marqua tant les mémoires, c'est précisément parce qu'il violait les règles tacites que la plupart des soldats, malgré tout, respectaient. Même dans la guerre, certaines limites ne devraient pas être franchies. Ramel ne vit jamais la fin de la campagne. Il restait alité pendant que ses armées reculaient. Les lettres cessèrent. Lucie attendait des nouvelles, ignorant qu'il ne lui écrirait plus jamais au sujet de ces soldats qui l'avaient tant impressionné. Ce qui se joua en Normandie dépassa largement les plages et les haies où tant d'hommes tombèrent. Le rôle des forces canadiennes fut bien plus déterminant que leur effectif ne le laisserait supposer. Elles tinrent l'extrémité orientale du front allié tout au long de la campagne, non par hasard, mais parce que le commandement allié leur faisait confiance. On savait qu'elles tiendraient. Les divisions blindées allemandes attaquèrent à répétition pour percer leurs lignes. Les Canadiens ployèrent parfois, mais ne rompirent jamais. Chaque char immobilisé face à eux, chaque bataillon retenu à l'est était un renfort de moins contre la percée américaine à l'ouest. Lorsque la poche de Falaise se referma à la fin août, l'impact fut dévastateur pour l'Allemagne. Près de 50 000 soldats furent encerclés. Les unités canadiennes contribuèrent à verrouiller le côté oriental du piège. L'artillerie tonna, les avions frappèrent sans relâche. Des milliers se rendirent, d'autres furent tués dans les champs et sur les routes. Après la Normandie, les Canadiens progressèrent vers le nord, le long de la côte. Leur mission était stratégique, sécuriser les ports de la Manche indispensables au ravitaillement des armées alliées, avançant vers l'Allemagne. Boulogne tomba en septembre. Calais suivit peu après. Chaque victoire rapprochait la fin de la guerre et ajoutait de nouveaux noms à la liste des morts. Le cap Griné, d'où l'artillerie allemande avait autrefois bombardé l'Angleterre à travers le détroit, tomba lui aussi. Chaque conquête rapprochait la fin du conflit. Chaque victoire coûtait de nouvelles vies canadiennes. Peu à peu, les états-majors allemands apprirent à redouter les formations canadiennes. Si Ramel avait encore tenu son journal depuis un poste de commandement, il aurait sans doute noté cette inquiétude grandissante chez ses officiers. Les schémas qu'il avait perçus à Dieppe se reproduisaient désormais partout où les Canadiens combattaient. Ces mises en garde adressées à Lucie s'étaient révélées presque prophétiques. Dans la Wehrmacht, la réputation des Canadiens circulait rapidement. Leurs patrouilles étaient audacieuses, imprévisibles, souvent mortelles. Ils excellaient dans les attaques nocturnes qui surprenaient les défenseurs. Leur artillerie coopérait avec l'infanterie avec une précision redoutable. Et lorsqu'ils lançaient un assaut, ils insistaient jusqu'à ce que la ligne adverse cède.
Face à eux, il fallait rester en alerte constante. Un officier allemand se plaignit un jour que ces hommes ne pouvaient jamais dormir tranquilles. Les Canadiens peuvent surgir à n'importe quelle heure. Le respect que Ramel avait exprimé dans ses lettres n'était pas isolé. Beaucoup de soldats allemands revenus vivants du front partageaient ce constat. On leur avait dit que les troupes alliées étaient molles, mal préparées. La réalité contredisait la propagande. Les Canadiens en particulier semblaient animés d'une volonté farouche de prouver leur valeur. Ils combattaient comme s'ils portaient un défi sur les épaules, déterminés à démontrer ce qu'un pays encore jeune pouvait accomplir. Plus tard, des vétérans allemands évoqueraient de cette qualité dans leur mémoire. La conviction dont parlait Ramel rendait ces hommes dangereux. Du côté allié, on observait les mêmes faits sous un autre angle. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, salua à plusieurs reprises la contribution canadienne. La pression exercée autour de Caen immobilisa des divisions blindées allemandes pendant des semaines. Ces mêmes chars auraient pu écraser les troupes américaines à Omaha Beach ou freiner la percée vers Saint-Lô. En tenant solidement le flanc est, les Canadiens facilitèrent la victoire à l'ouest. Eisenhower comprenait ce que Rome avait perçu des mois plus tôt. Ses soldats ne cédaient pas sous la pression. Ils tenaient, quel qu'en soit le prix. Les commandants britanniques développèrent eux aussi un profond respect. Le maréchal Bernard Montgomery intégra les unités canadiennes dans son 21e groupe d'armées et leur confia régulièrement des missions difficiles. Il leur faisait confiance pour les tâches les plus exigeantes, une confiance acquise au prix du sang. L'armée canadienne sortie de Normandie n'avait plus rien à voir avec la force inexpérimentée qui avait patienté des années en Angleterre. Elle était désormais aguerrie, formée par le feu. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Les divisions allemandes affrontant les Canadiens subirent des pertes considérables. La 12e SS Panzer perdit plus de 80% de son effectif à la fin août. La 716 division d'infanterie fut pratiquement anéantie dès le jour J. La 89e division fut brisée dans la poche de falaise. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'une pression constante, jour après jour. Une identité militaire proprement canadienne naquit dans les haies normandes. Avant la guerre, les forces canadiennes servaient souvent sous commandement britannique et portaient des uniformes à peine différents. Mais en France, les soldats commencèrent à se percevoir autrement. Ils n'étaient plus simplement des auxiliaires de l'Empire. Ils combattaient pour leur propre drapeau, pour leurs propres principes. Cette conscience nouvelle marquerait durablement la tradition militaire du pays. Ramel avait perçu une vérité essentielle lorsqu'il écrivait à Lucie. Ces soldats croient en ce pourquoi ils se battent. Il avait raison. Les Canadiens ordinaires qui avaient à traverser l'Atlantique avaient trouvé une cause qui dépassait leur vie individuelle. La liberté n'était pas un slogan. La démocratie n'était pas une abstraction. Ils avaient même vu ce que produisait la tyrannie. Ils étaient déterminés à l'arrêter. Cette conviction les porta à travers l'enfer de Dieppe et le carnage de Normandie. Elle fit d'eux des adversaires que même leurs ennemis respectaient. Car les grandes batailles sont menées par des armées. Mais les armées sont faites d'hommes. Chaque soldat débarqué sur ces plages françaises avait un nom, une famille, une histoire. Certaines s'achevèrent tragiquement. D'autres connurent d'eau la survie et la reconnaissance. Toutes méritent d'être rappelées. Le major David Currie venait d'une petite ville de Saskatchewan. Il avait 32 ans lorsque son unité atteignit, en août 1944, un village stratégique situé sur la route empruntée par les Allemands cherchant à fuir la poche de falaise. Sa mission était simple, tenir la position et couper la retraite. Ce qui suivit fut 3 jours d'un combat presque ininterrompu. Des soldats allemands, appuyés par des chars, lancèrent attaque après attaque pour percer. Ils étaient désespérés. Currie semblait omniprésent. Il dirigeait ses hommes depuis des positions exposées, sous un feu nourri. Il participa lui-même à la destruction de blindés ennemis avec les armes disponibles. Lorsque l'infanterie allemande chargea, il prit un fusil et combattit aux côtés de ses soldats. Blessé, il refusa d'être évacué. Le sommeil était impossible. La fatigue écrasante. Pourtant, il tint bon. La nourriture fut oubliée. Pendant 72 heures, Currie tint sa position par la seule force de sa volonté. Lorsque les renforts arrivèrent enfin, les Allemands n'avaient pas percé. Des milliers d'entre eux avaient été tués ou capturés. Pour cet acte de bravoure exceptionnel, David Currie reçut la Croix de Victoria, la plus haute distinction pour courage au sein de l'Empire britannique.
Il fut le seul soldat de l'armée canadienne décoré ainsi durant toute la campagne de Normandie. Mais tous les héros ne reçurent pas de médaille. Le soldat Ernest Smokey Smith incarna le même esprit que celui décrit par Ramel dans ses lettres. Sa croix de Victoria lui fut attribuée plus tard, en Italie, mais son histoire reflétait parfaitement la ténacité canadienne. Armé d'un simple lance-roquettes anti-char, il affronta seul des blindés allemands. Il en détruisit plusieurs, protégea ses camarades blessés et refusa de battre en retraite lorsqu'on lui en donna l'ordre. Il ne laisserait personne derrière lui. Des hommes comme Smokey Smith confirmaient le jugement de Ramel. Ces Canadiens n'abandonnaient pas. Dans une petite ville canadienne, 2 frères s'étaient engagés ensemble. Ils avaient été agrandis côte à côte, joué dans les mêmes rues, puis choisi le même uniforme. Affectés à des unités différentes, ils combattirent pourtant dans la même campagne. Le 25 juillet 1944, lors des combats acharnés de la crête de Verrières, l'aîné menait sa compagnie à l'assaut lorsqu'il fut touché. Blessé, il continua d'avancer, exhortant ses hommes à progresser malgré le feu ennemi. Il s'effondra sur une colline française, loin de son pays. Son frère cadet survécut à la guerre, mais porta ce souvenir toute sa vie. Des années plus tard, les larmes aux yeux, il dira « Il avançait quand ils ont tiré. Même blessé, il continuait. C'était lui. C'était nous tous. On ne s'arrêtait pas. » Les soldats allemands qui affrontèrent les Canadiens avaient eux aussi leurs histoires. Kurt Meyer, qui commanda la 12e SS après la mort de Witt, survécut au conflit. Jugé pour les exécutions de prisonniers canadiens à l'abbaye d'Ardenne, il fut condamné à mort, peine commuée ensuite en prison à perpétuité. Il purgea 9 années avant d'être libéré. Malgré son passé et les crimes dont il fut reconnu coupable, Meyer conserva une forme de respect pour les Canadiens. Ils étaient redoutables, admit-il, mais jeunes soldats n'avaient jamais affronté des ennemis aussi déterminés. Chaque village, chaque haie était un combat. Ces paroles venaient d'un homme compromis dans des actes terribles. Pourtant, il ne pouvait nier ce qu'il avait vu. De simples soldats allemands faits prisonniers exprimèrent souvent leur surprise. On leur avait décrit des alliés brutaux, sans pitié. Ils découvrirent autre chose. Des infirmiers canadiens soignaient leurs blessures. Des gardes leur donnaient cigarettes et nourriture. On les protégeait au lieu de les maltraiter. Plus tard, plusieurs prisonniers reconnaîtraient qu'ils s'attendaient à bien pire. À la place, ils rencontrèrent des hommes qui partageaient leur eau, leurs rations et leur disaient simplement « Brava, pour vous, la guerre est finie ». Un blessé allemand se souvint d'un infirmier canadien le traitant avec la même attention que s'il s'agissait d'un camarade. Entre les lignes de front, la population française souffrit terriblement. À Caen, les bombardements alliés firent de plus de 3000 victimes civiles. Des bâtiments séculaires furent réduits en poussière. Des familles perdirent tout. Et pourtant, lorsque les Canadiens entrèrent enfin dans la ville dévastée, ils furent accueillis avec des larmes de gratitude. Des décennies plus tard, une femme ayant vécu la bataille raconta « Les Canadiens étaient des gentlemen. Après les bombardements, ils nous aidèrent à chercher des survivants. Ils partagèrent leur nourriture avec les enfants affamés. Nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont sacrifié pour notre liberté. » Parmi les près de 2000 Canadiens capturés à Dieppe, la plupart passèrent de 3 longues années croisement dans des camps allemands. Ils connurent la faim, le froid, la dureté. 79 moururent en captivité. Les survivants rentrèrent transformés. Ils portaient des cicatrices visibles, et d'autres invisibles, mais ils portaient aussi une fierté intacte. « Nous n'avons pas échoué à Dieppe », affirma plus tard un vétéran. « Le plan a échoué. Nous avons fait ce que font les soldats, obéir et tenir jusqu'au bout. » Les leçons apprises là-bas ont sauvé des vies le jour J. Voilà notre héritage. Aujourd'hui, les plages où tant de jeunes Canadiens tombèrent sont paisibles. À Dieppe, les galets, autrefois rougis par le sang, sont lavés par les vagues tranquilles. Des visiteurs flânent sur la promenade où des centaines d'hommes périrent. La place centrale porte le nom de Square du Canada. Chaque mois d'août, on s'y rassemble. Les drapeaux sont abaissés, les prières murmurées, les noms des disparus énoncés un à un. Des enfants français déposent des fleurs pour des hommes morts avant même la naissance de leurs grands-parents. À Courseulles-sur-Mer, sur la plage même où les Canadiens débarquèrent le 6 juin, s'élève un musée dédié à leur mémoire, le centre Juno Beach, inauguré en 2003. Il raconte le rôle du Canada dans la guerre.
Ce sont les vétérans eux-mêmes qui collectèrent les fonds nécessaires à sa construction. Il voulait que les générations futures comprennent le prix payé par leurs camarades. À l'intérieur, des photographies montrent des visages jeunes, souriants, figés dans le temps. Beaucoup n'ont jamais vieilli. Dehors, le sable s'étend vers la mer. Parfois, dans le silence du matin, on croit encore entendre l'écho lointain des péniches et des tirs. Non loin de là repose le cimetière militaire canadien de Benny-sur-Mer. Des rangées impeccables de pierres blanches s'alignent dans l'herbe verte. 248 Canadiens y dorment pour toujours, tombés pour la plupart durant la campagne de Normandie. Les jardiniers entretiennent ces tombes avec soin. La commission des sépultures de guerre du Commonwealth veille à ce que leurs noms ne disparaissent jamais. Des familles canadiennes viennent encore s'y recueillir. Des petits-enfants s'agenouillent devant des stèles portant des noms connus seulement à travers de vieilles photos et des récits transmis de génération en génération. Ainsi perdure la mémoire de ceux qui crurent en ce pourquoi ils se battaient et dont même leurs ennemis reconnurent la valeur. Ils voulaient que les générations futures comprennent ce que leurs camarades avaient donné mais perdu. À l'intérieur du musée, les visiteurs découvrent des photographies de jeunes hommes souriant dans leurs uniformes impeccables. La plupart de ces visages appartiennent à des garçons qui ne deviendraient jamais des vieillards. Le temps s'est arrêté pour eux sur les plages de Normandie. Dehors, le sable descend doucement vers la mer. Aux premières heures du matin, lorsque le vent est léger, on pourrait presque entendre l'écho lointain des péniches approchant du rivage et le crépitement des mitrailleuses. Non loin de là se trouve le cimetière militaire canadien de Benny-sur-Mer. Des rangées parfaites de stèles blanches s'alignent sur l'herbe soigneusement entretenue. 248 Canadiens y reposent à jamais, pour la plupart tombés durant l'été 1944. Les jardiniers veillant sur ces tombes avec une attention minutieuse. La Commonwealth War Graves Commission s'assure que leurs noms ne s'effacent pas avec le temps. Des familles devenues que du Canada s'y rendent encore. Des petits-enfants s'agenouillent devant des pierres gravées de noms qu'ils ne connaissent à n'en déler qu'à travers de vieilles photographies et des récits transmis autour d'une table familiale. Les lettres que Ramel adressa à Lucie traversèrent, elles aussi, les années. Après sa mort, son épouse conserva soigneusement chaque page. En 1953, l'historien militaire britannique B. H. Liddell Hart en publia une sélection sous le titre The Ramel Papers. Pour la première fois, le monde découvrit ce que le renard du désert pensait réellement de la guerre. Ses jugements privés sur ses adversaires, y compris le respect qu'il exprimait pour les Canadiens, entrèrent dans l'histoire. Ces lettres n'étaient pas de la propagande, elles reflétaient le regard lucide d'un soldat professionnel. Ramel, cependant, ne survécut pas à la guerre. Le 14 octobre 1944, 2 généraux allemands se présentèrent à son domicile. Ils apportaient un message terrible d'Hitler. Ramel était soupçonné d'avoir eu connaissance du complot visant à assassiner le Führer en juillet. On lui offrit un choix cruel, un procès public qui ruinerait son nom et exposerait sa famille à des représailles, ou le suicide en échange d'obsèques nationales et de la protection des siens. Il choisit de préserver Lucie et leur fils, Manfred. Il fit ses adieux à son épouse. Il demanda à son fils de veiller sur sa mère. Il enfila une dernière fois sa veste de l'Africa Korps, celle qu'il portait lorsqu'il avait commencé à écrire sur la valeur de ses ennemis. Puis il monta dans une voiture avec les 2 officiers et avala le poison qu'ils lui remirent. L'homme qui avait su reconnaître le courage chez l'adversaire fit preuve du sien jusqu'au bout. Il avait 52 ans. Le régime lui offrit des funérailles solennelles et annonça qu'il était mort des suites de ses blessures. La vérité ne serait révélée que bien plus tard. Les événements de 1944 laissèrent une empreinte durable. Les liens entre le Canada et la France se renforcèrent. Des villes françaises adoptèrent des unités canadiennes. Des échanges culturels perdurent encore aujourd'hui. En Normandie, les visiteurs canadiens sont accueillis comme les descendants des libérateurs. La France n'a pas oublié. Avec le temps, même les relations entre le Canada et l'Allemagne se réparèrent. À partir des années 1980, d'anciens ennemis se retrouvèrent lors de cérémonies commémoratives. Des vétérans allemands serrèrent la main de vétérans canadiens. Des hommes qui s'étaient affrontés les armes à la main partagèrent des repas et des souvenirs. Le respect professionnel d'autrefois devint parfois une amitié tardive. La guerre les avait opposés dans la haine. La paix leur permit de se comprendre. L'armée canadienne moderne porte encore l'héritage de la Normandie.
L'importance accordée au leadership de proximité, à la coopération entre les armes, à la persévérance face à l'adversité, trouve ses racines dans cet été sanglant de 1944. Les jeunes officiers étudient encore Dieppe et Juno Beach, les erreurs comme les réussites. L'esprit de ces soldats citoyens perdure. Dans ses lettres, Ramel avait perçu une vérité simple. Ces hommes croyaient en ce pourquoi ils combattaient. Cette conviction explique pourquoi des agriculteurs, des ouvriers, des pêcheurs devinrent des guerriers redoutables. Ils n'étaient les pas nés pour la guerre. Ils avaient choisi de se battre parce que la liberté comptait, parce que la démocratie méritait d'être défendue, parce que la tyrannie ne devait pas triompher. Cette foi transforma des hommes ordinaires en soldats que même leur adversaire le plus célèbre dut respecter. Au fond, les lettres adressées à Lucie nous disent quelque chose d'essentiel sur la guerre. L'ennemi peut reconnaître le courage. Même au cœur du conflit, le respect peut survivre à la haine. Les jeunes Canadiens qui traversèrent l'océan pour combattre obtinrent quelque chose de rare. Ils gagnèrent l'admiration sincère de l'homme chargé de les vaincre. Cette admiration, consignée dans des lettres privées jamais destinées à l'histoire, demeure leur hommage éternel.